Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 10e webinaire Parlons foncier, le direct. Je m'appelle Claire Horry, je suis en charge de la communication à la SAFER Occitanie et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Alors aujourd'hui, ce webinaire est consacré à l'agriculture périurbaine, donc les campagnes à la ville ou les villes à la campagne. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai deux personnes avec nous. On a Colline Perrin et Michel Allemand. Donc, on va parler d'agriculture périurbaine. Alors, sans plus attendre, je vais présenter tout de suite Colline Perrin. Donc, Colline Perrin, vous êtes chercheuse en géographie et urbanisme à l'INRAE. Donc, l'INRAE, je rappelle que c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous êtes également enseignante consultante à Montpellier Supagro depuis 2010. Ça fait 11 ans que vous êtes maintenant sur Montpellier. Et vos recherches portent sur l'interface entre l'urbanisme et l'agriculture et sur les systèmes alimentaires urbains, notamment en Méditerranée. Et vous êtes également l'auteur avec Brigitte Nougared du livre Le foncier agricole dans la société urbaine, innovation et enjeux de justice. Je suis ravie de vous accueillir. Bonjour, Colline. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Avec nous également Michel Allemand, bonjour. Bonjour. Donc Michel Allemand, vous êtes viticulteur en Côtes-du-Rhône et maraîcher dans le Gard. Vous avez également développé un atelier bovin-viande en bio, en vente directe en 2000, aux côtés de votre fils qui souhaitait s'installer. Vous êtes impliqué dans le foncier depuis les années 80. Vous avez été notamment pendant de très nombreuses années membre du comité technique départemental du Gard. Et aujourd'hui, vous en êtes président depuis 2009, président du comité technique du Gard. Et vous êtes également membre associé à la Chambre d'agriculture du Gard. Je vous remercie d'être avec nous. Merci et bonjour à tous. Donc, durant ce webinaire, comme d'habitude, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos intervenants et on y répondra à l'issue du temps d'échange. Et d'abord, une première question avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet. Michel, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer en deux mots, qu'est-ce qu'est le comité technique départemental de la SAFER, s'il vous plaît? Oui, alors le comité technique départemental, c'est un peu ce que nous dit le président Granier, c'est le Parlement du foncier, qui se réunit tous les 1 mois et demi environ et qui regroupe une trentaine de personnes autour d'une table pour réfléchir et surtout attribuer les propriétés qu'en gestion la SAFER. Alors, comment il est composé? Il est composé bien sûr de toute la profession agricole. D'abord, en premier titre, la Chambre d'agriculture, mais aussi les syndicats agricoles. Ensuite, il est composé, bien sûr, avec les syndicats agricoles et la Chambre d'agriculture Groupama, le Crédit Agricole, la MSA, et voilà, ça c'est toute la partie agricole. Ensuite, il y a la partie administrative, qui sont les représentants des ministères, ministère de l'Agriculture et ministère des Finances, et ensuite toute la partie politique, avec le conseil régional, le conseil départemental et l'association des maires. Là-dessus, on y ajoute aussi les associations environnementales, les associations de chasseurs, et je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, une trentaine de personnes autour de la table et environ une vingtaine de votants. D'accord, très bien. Merci beaucoup Michel pour cette explication. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Colline Perrin. Colline, dans un contexte d'urbanisation, quelle place de l'agriculture dans la ville et de la ville aux côtés de l'agriculture? Alors, bien sûr, la place de l'agriculture par rapport aux espaces urbanisés, elle recule. Les espaces agricoles, ils reculent face à l'urbanisation. Parce qu'il y a une croissance urbaine dans la région, notamment autour des plus grandes villes, et que cette extension spatiale de la ville, elle se fait souvent au détriment de terres agricoles de bonne qualité. Il y a donc le front urbain qui avance. Donc on a une diminution des espaces agricoles en surface en périurbain. Mais le paradoxe,
c'est que en fait, on a aussi de plus en plus d'exploitations agricoles qui se retrouvent à avoir leur siège d'exploitation en périurbain. Parce que en même temps qu'il y a ces espaces urbanisés qui progressent, cet étalement urbain, et bien en fait, les espaces périurbains représentent une part importante de l'espace régional. C'est-à-dire que l'urbanisation, elle progresse de manière continue, mais elle progresse aussi un peu par diffusion, autour de petits villages, et puis petit à petit, la grande ville va rejoindre le petit village d'à côté. Donc il y a une forme de coalescence entre la ville, les villages, et progressivement, les espaces agricoles se retrouvent dans des positions interstitielles entre plusieurs espaces urbanisés. Et il y a aussi un problème éventuellement de mitage, de déstructuration des espaces agricoles par des constructions qui vont être dispersées au sein de ce tissu agricole. Et donc, on a cet étalement urbain qui, paradoxalement, du coup, fait que de plus en plus d'exploitants agricoles se retrouvent situés ou confrontés à des problématiques liées au périurbain. Et alors, quelle forme de ville peuvent intégrer l'agriculture? Qu'est-ce qu'il faut comme ville pour demain par rapport à cette problématique? Est-ce que ce qu'il faut, la solution, c'est densifier la ville au maximum pour préserver des espaces agricoles à l'extérieur, dans une logique un peu de séparation, d'opposition entre la ville d'un côté très dense et l'agriculture de l'autre? Ou bien est-ce qu'il faut acter le fait que aujourd'hui, on a des espaces urbanisés qui sont un peu dispersés et qu'en fait, l'enjeu, c'est de préserver ces espaces agricoles interstitiels qui peuvent être d'étendue variable et qui ont déjà des relations avec ces espaces urbanisés et des fonctions qui sont des fonctions de production agricole, mais qui sont aussi d'autres fonctions pour la ville, des espaces de respiration, des espaces qui contribuent à la qualité de vie en ville, à la trame verte, au paysage, etc. Et là, du coup, c'est pas forcément les mêmes formes d'agriculture qu'on va envisager pour s'intégrer à ces différents espaces périurbains. Et ce qu'on constate, c'est en fait une grande diversité de formes d'agriculture urbaine et périurbaine. Dans les espaces les plus urbanisés, les plus interstitiels, on va avoir par exemple le développement de jardins familiaux, collectifs ou partagés. Donc là, c'est des citadins qui vont avoir des pratiques agricoles. Et puis, on peut trouver aussi des petites fermes nourricières qui vont vendre en circuit court en ville. On a l'image du maraîcher qui fournit le marché, etc. Mais on trouve aussi à proximité des villes des exploitations agricoles professionnelles qui vont être plus grandes, plus tournées vers les marchés extérieurs. Autour de Montpellier, on a par exemple des domaines viticoles qui fonctionnent très bien. Mais je pense qu'on a aussi des nouveaux modèles à inventer, des nouveaux modèles agricoles dans ces espaces périurbains. Et si je reste sur l'exemple de Montpellier, parce que c'est là que j'habite et c'est ce que je connais le mieux, par exemple, il y a eu depuis une dizaine d'années le développement d'un espace test agricole qui s'appelle Terracopa. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de citadins qui habitent en ville et qui souhaitent se lancer dans une activité professionnelle agricole tout en continuant à habiter en ville et qui du coup voient dans cet espace test la possibilité de justement tester une activité liée à l'agriculture ou à l'environnement. Donc il y a peut-être des nouveaux métiers, une nouvelle conception du métier agricole à envisager par rapport à ça. Et on a aussi des exemples de fermes un peu multifonctionnelles, multiservices. À côté de Montpellier, il y a la ferme de la Condamine qui a été créée sur du foncier appartenant à la métropole, sur du foncier public, et qui associe plusieurs productions agricoles et des activités de traiteurs, d'accueil du public, des activités pédagogiques pour les enfants, et où du coup on voit qu'il y a un ancrage fort dans le territoire urbain en fait de cette ferme, qui a des liens multiples avec la ville, avec les citadins. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Colline, pour cette première question. Du coup, Michel, par rapport à cette place de l'agriculture là dans la ville, vous, est-ce que vous auriez justement des illustrations à travers du coup le comité technique départemental? Vous voyez énormément de dossiers passer. Est-ce que vous auriez des exemples au niveau de cette place de l'agriculture? Mais bien sûr, d'abord parce que nous, le département du Gard, alors je vais parler du département du Gard puisque c'est le département que je connais le mieux. Bon, le département du Gard, qui est un carrefour entre l'Espagne et l'Italie, donc qui est très demandé, très urbanisé, un axe routier et ferroviaire relativement bien développé, et bien sûr
une forte demande au niveau de l'urbanisation et du développement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, bon, je pense qu'il y a eu des erreurs de commises dans le passé et qu'il faut rectifier le tir. Alors, de plus en plus, il y a des agriculteurs qui veulent s'installer le plus près possible des villes, et on en installe beaucoup, hein, qui veulent faire une agriculture de proximité, une petite agriculture et surtout une agriculture biologique. Et puis le développement des marchés de proximité pousse cette agriculture-là à se développer. Donc ça, c'est un point intéressant. Et je crois que le point le plus intéressant, c'est que les élus politiques ont compris qu'il fallait préserver l'agriculture de proximité et surtout qu'il fallait préserver l'agriculture en général. Parce que ce soit dans les villes ou que ce soit dans les campagnes, si on ne protège pas l'agriculture, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer soit un désert, soit la reforestation de différents massifs, avec toute la problématique qui va arriver. On l'a vu il y a 3 ans sur la commune de Générac, qui est quand même une commune périphérique de Nîmes. Et la moitié de la commune a brûlé parce qu'il y avait plus de friches qu'avant, et il y avait la forêt qui s'était relativement bien développée. Voilà un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut combattre. Conserver l'agriculture, la développer par différents circuits de proximité, et surtout que la collectivité se rende compte qu'on a besoin des agriculteurs et on a besoin de l'agriculture. Très bien, merci beaucoup Michel. Alors on va poursuivre, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec Colline Perrin. Quels sont les enjeux majeurs pour le foncier, Colline, par rapport à cette agriculture périurbaine? Je crois qu'autour des villes, les enjeux ils se cumulent parce que, comme l'a bien dit Monsieur Allemand, le premier enjeu, c'est vraiment préserver les terres agricoles face à l'artificialisation. Là, c'est un enjeu pour moi de disponibilité des terres pour l'avenir. Et ça passe d'abord par tout ce qui est planification. Donc, bien sanctuariser les terres agricoles dans les documents d'urbanisme, les SCOT, les plans locaux d'urbanisme, plus. Je pense qu'il y a vraiment eu un progrès sur cette question-là depuis 20 ans dans la région, qu'il y a vraiment eu une prise de conscience que c'était nécessaire d'adopter ce qu'on pourrait appeler une sobriété foncière. Il y a aussi les objectifs de zéro artificialisation nette maintenant qui sont en ligne de mire. Et du coup, je crois qu'il y a eu vraiment une évolution des pratiques d'urbanisme. Où avant, au fil des révisions des documents, il y avait une extension forte des zones à urbaniser. Et aujourd'hui, il y a quand même des efforts importants qui sont faits pour consommer le moins possible, on va dire. Au fil des révisions, on voit que ça s'améliore. Mais ce qu'on constate, c'est que même quand le foncier est sanctuarisé, bien préservé dans les documents d'urbanisme, c'est pas pour autant l'agriculture peut se maintenir ou se développer. Parce qu'en fait, il y a d'autres enjeux pour maintenir l'agriculture, pour favoriser la transmission des exploitations, les installations. Comme on sait qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, c'est un énorme enjeu. Et en fait, il faut aller plus loin. Et donc, aller plus loin, la première question, c'est la question des prix du foncier en périurbain et de l'ouverture du marché foncier agricole. Il faut que les propriétaires actuels du foncier, y compris quand ils sont viticulteurs, acceptent de louer ou de vendre des terres à d'autres filières agricoles, à des agriculteurs qui s'installent, qui sont peut-être pas issus du monde agricole, qui sont peut-être pas de la même filière qu'eux, mais dont on a besoin pour diversifier l'agriculture, pour nourrir la ville. Au-delà de cette question du prix, ensuite, il y a la question des usages, pour moi, des terres agricoles en périurbain, parce que ce qu'on constate, c'est que y a des friches et il y a des usages non agricoles de terres agricoles. Je pense notamment à la cabanisation, par exemple, des usages de loisirs, des parcelles pour des chevaux de loisirs aussi, où c'est juste du pâturage de chevaux de loisirs, et où parfois il y a des propriétaires qui préfèrent garder leurs parcelles en friche ou les prêter pour ce type d'usage-là, ou les louer pour ce type d'usage-là, parce que ils espèrent toujours qu'un jour elles deviendront constructibles ou qu'ils pourront les vendre plus cher.
Et du coup, c'est cette question, il faut vraiment travailler sur cette question des usages pour libérer le foncier, le mettre à disposition d'acteurs agricoles. Et puis le troisième enjeu que je voulais évoquer, c'est la question du bâti. Parce que je pense que sur la question du bâti, il y a eu des erreurs faites dans le passé, des permis de construire accordés en zone agricole pour des projets qui n'étaient pas forcément agricoles, qui du coup ont favorisé le mitage des espaces agricoles, et qu'aujourd'hui, il faut vraiment à la fois arrêter ce mitage, donc être très ferme dans la surveillance de ces permis de construire en zone agricole, mais en même temps, les exploitations agricoles, elles ont quand même besoin de bâtiments pour pouvoir développer leur activité. Et donc là, il y a un équilibre à trouver pour réussir à gérer ces besoins en bâti agricole et alimentaire de l'activité agricole, pour favoriser le développement de cette activité agricole sans artificialiser les terres agricoles. Voilà pour moi les trois enjeux, le prix, les usages et le bâti. Super, merci beaucoup Colline Perrin. Michel Allemand, est-ce que vous souhaitez du coup réagir là aux propos de Colline? Oui, d'abord, je suis heureux que Colline parle des constructions agricoles, parce que c'est un gros problème que nous rencontrons chaque fois qu'il y a des réunions sur les pluies, qui sont importantes et qui sont traitées au niveau de la Chambre d'agriculture. Beaucoup de communes ne veulent plus que les agriculteurs construisent dans les zones agricoles. Je crois que c'est une grosse erreur, et les agriculteurs ont besoin, et c'est une nécessité que les agriculteurs puissent construire sur leur propriété, puissent construire des bâtiments d'exploitation, mais aussi puissent construire des bâtiments d'habitation pour éventuellement contrôler et surveiller des bâtiments d'exploitation. Alors, certes, il s'est fait de grosses erreurs par le passé, mais je ne voudrais pas que demain, les agriculteurs, les jeunes qui s'installent, demain payent les erreurs du passé. Donc, il faut que les collectivités en prennent conscience qu'un agriculteur ne pourra s'installer que s'il a des bâtiments d'exploitation et d'habitation proches de sa propriété et de sa propriété de travail. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez parlé... oui, Colline. Je veux bien réagir. Je ne sais pas si vous alliez passer à un autre enjeu, mais sur cette question du bâti, je veux bien réagir. Je suis bien d'accord avec vous, mais en fait, je pense que pour ne pas reproduire les erreurs du passé, il faut aussi accompagner en fait les agriculteurs dans ces nouveaux bâtiments. Et là, je trouve qu'il y a de plus en plus d'initiatives intéressantes qui sont faites, par exemple, pour réfléchir au cas par cas avec l'agriculteur sur, par exemple, le meilleur endroit pour implanter le nouveau bâtiment. Il a une série de parcelles. Peut-être que on peut réfléchir avec lui sur cette parcelle qui est la plus proche de la route ou la plus proche du village. Elle serait peut-être plus adaptée, pour réfléchir avec lui sur la forme aussi du bâtiment par rapport au paysage, pour qu'il soit implanté peut-être en contrebas, pour qu'il y ait une haie au bord de la parcelle, sur des enjeux paysagers. Et puis, je pense qu'aussi, il y a des initiatives qui existent pour mutualiser les bâtiments. Mutualiser, par exemple, des espaces de stockage. Des hangars, des lieux pour implanter des hangars agricoles sur du foncier public. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que parfois, des bâtiments peuvent être faits, regroupés sur... ils peuvent aussi être modulaires, démontables, on n'a pas forcément besoin de faire une dalle en béton pour stocker du matériel agricole. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des innovations sur lesquelles on peut capitaliser en termes de bâti agricole. En tout cas, avec ma collègue Brigitte Nougared, il y a vraiment en ce moment on suit ces expérimentations, et je pense qu'elles méritent d'être mieux connues. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous, et on ne va pas passer tout le webinaire là-dessus. Il est bien évident qu'il y a des services à la Chambre d'agriculture qui peuvent aider les agriculteurs à monter leurs projets. Il est bien évident aussi que dans le cadre d'une implantation d'un bâtiment agricole, il faut qu'il y ait une étude paysagère. Il ne faut plus construire comme on a construit auparavant. Voilà. Il faut que ça s'intègre dans le paysage, il faut qu'on ait une réelle action environnementale là-dessus, mais il ne faut pas enfermer les agriculteurs dans un système où ils ne pourront pas sortir. Un agriculteur, ce n'est pas un électricien.
Un électricien, il a son bâtiment dans une zone artisanale. Le matin, il part avec sa camionnette et sa caisse à outils et il rentre le soir pour reposer sa camionnette et sa caisse à outils. Un agriculteur, c'est pas ça. Il fait des va-et-vient sans cesse entre son exploitation et son siège d'exploitation et ses bâtiments, que ce soit pour aller traiter, que ce soit pour aller labourer, que ce soit pour changer de travail dans la journée. Donc, on a besoin aussi d'être proche de son lieu de travail. Alors, il faut faire des grosses études là-dessus. Il faut avoir une étude paysagère pour l'implantation des bâtiments, mais il faut tout mettre, tout faire pour que l'agriculteur s'installe dans de bonnes conditions. Et là, la Chambre d'agriculture, mais aussi la SAFER, mais aussi le syndicalisme, peut aider à la création de ces exploitations de demain. Voilà. Bon, en ce qui concerne le reste, sur le prix et sur les friches, bon, il y a deux choses. Sur le prix et la fixation des prix, on sait que les propriétés en zone périurbaine ont tendance à augmenter et tout au moins ont tendance à disparaître de l'agriculture par la cabanisation. Bon, on a une chance à la SAFER, c'est qu'on a un droit de préemption, donc on peut éventuellement bloquer la vente, éventuellement faire une offre d'achat, mais on est quand même contrôlé par les commissaires au gouvernement, finances et agriculture. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Donc, on a quand même une action et une possibilité d'action, bon, à la demande, bien sûr, quand même, des agriculteurs. Si un agriculteur en fait la demande, on interviendra. Si une commune en fait la demande, on interviendra pour essayer de faire un meilleur aménagement. Si la commune nous demande d'intervenir dans le cadre de notre préemption, il est bien évident qu'il faudra que la commune s'engage après à donner en exploitation à l'agriculteur. Ça, c'est pour le problème de la cabinisation et du départ des terres agricoles à ce genre d'utilisation. Ensuite, on a la gestion des friches. Il est bien évident qu'autour des villes, autour des villages, il y a beaucoup d'agriculteurs qui gardent leur terrain et qui malheureusement ces terrains-là deviennent des friches et c'est un petit peu des friches, nous ce qu'on appelle des friches spéculatives. Bon, les agriculteurs, tout au moins les propriétaires, parce que ce ne sont pas souvent des agriculteurs, simplement par transmission, ce sont des gens qui habitent à la ville ou qui ont d'autres professions qui sont propriétaires de ces friches et qui ne veulent pas les donner en fermage parce qu'ils veulent quand même en garder la souveraineté. On a aussi à la SAFER une possibilité, c'est des contrats de mise à disposition. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat de mise à disposition? C'est un contrat qui est passé entre le propriétaire et la SAFER, à charge à la SAFER de trouver un exploitant agricole qui les exploitera suivant la modalité du contrat pendant 1 an, 2 ans, 5 ans et 6 ans. Et on a, pour vous citer un exemple, ou tout au moins 2 exemples, sur Manduel, on avait quand même 12 hectares de friches entre autres, qui appartenaient à 5 propriétaires, et on a réussi à faire des CMD sur ces 12 hectares, et on a réussi à relocaliser un maraîcher. Donc ça, c'est quand même important. Un autre exemple que je peux vous citer, c'est aux portes de la ville de Nîmes. Alors là, c'était un domaine relativement important, puisque c'était un domaine qui faisait 140 hectares, et là, on a installé quand même 7 maraîchers, on a installé un éleveur ovin et on a installé un producteur de poules pondeuses. Donc, vous voyez que dans le cadre de ces CMD, de ces propriétés qui sont en friche ou qui risquent de devenir en friche parce qu'il n'y a pas d'exploitant sur site, on peut faire beaucoup. Et là, on garantit aux propriétaires d'abord un revenu, alors certes, pas important, mais on garantit surtout la pleine propriété de sa terre. C'est-à-dire qu'à la fin du contrat, le propriétaire reprend son bien. Voilà. Il n'est pas tenu par un statut du formage qui, à mon avis, n'est plus adapté à l'agriculture d'aujourd'hui. Je vais tout à fait dans votre sens. Je crois que c'est cette question des friches. Il y a vraiment aujourd'hui de nombreuses initiatives sur le territoire qui montrent qu'en fait, il y a un cercle vertueux qui peut s'enclencher
s'il y a une stabilité des documents d'urbanisme suffisante pour que les propriétaires ils arrêtent de penser que leurs terres vont devenir constructibles et qu'il y a des projets pour l'agriculture, ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, les propriétaires vont être prêts à laisser leurs terres en location ou éventuellement, comme vous le dites, en convention de mise à disposition sur des périodes plus brèves. Et derrière, si ça fonctionne, en fait, petit à petit, la confiance va se réinstaller et du coup, il y aura des contrats plus durables qui vont pouvoir être conclus. Je pense à Cléra, par exemple, au nord de Perpignan, où il y a eu un travail important qui a été fait à l'initiative de la commune parce qu'il y avait une partie très importante de la commune qui était en friche. Donc, il y a eu un repérage des friches avec l'IUT. Et puis ensuite, il y a eu l'embauche d'une chargée de mission pour démarcher tous les propriétaires de la commune pour qu'ils acceptent de louer leurs terres via des CMD, je crois, en Commoda, par l'intermédiaire de la commune qui ensuite les reloue à un agriculteur. Et derrière, en fait, c'est plus de 70 hectares qui ont pu être mobilisés. Et les propriétaires, à partir du moment où ils acceptaient de louer leurs terres pour au moins 5 années, étaient défiscalisés de la part communale de la taxe sur le foncier non bâti. Alors la taxe sur le foncier non bâti, elle représente pas grand-chose, mais c'était quand même un petit appel, une petite incitation pour faire des contrats d'au moins 5 ans. Et l'intérêt du contrat de 5 ans, c'est qu'il permet à l'agriculteur de demander les aides à la bio de la PAC de l'Europe. Alors que si le contrat est trop court, moins de 5 ans, il ne peut pas demander ses aides à la bio. Et là, on voit que sur cet exemple de Cléra, ça a fait travailler ensemble la Chambre d'agriculture, un collectif d'éleveurs des Piémont-Pyrénéens qui manquaient de fourrage et qui du coup ont pu venir pour faucher à ces endroits-là, et un céréalier local qui a planté pour entretenir les terrains. Non, mais il est bien évident que toutes ces actions ne peuvent être menées à terme qu'avec une volonté politique forte. La SAFER seule ou les chambres d'agriculture seules ne pourront pas arriver à régler la problématique des friches ou la problématique de la cabanisation. Nous, on le voit dans le Gard, chaque fois qu'il y a une commune qui prend le problème à bras le corps, on avance. On a avancé sur des bords de préemption sur des communes comme par exemple Émargues, comme par exemple Beaucaire, Saint-Laurent-des-Gouzes, où la commune est très impliquée sur la gestion de son territoire. Et là, on fait du bon travail et on voit quand même que la cabanisation a tendance à reculer. Ce qui est fait malheureusement, mais on arrive à stabiliser cette problématique. Au même titre que les friches, moi j'ai rencontré pas beaucoup de maires et j'invite toutes les municipalités à se rapprocher de la SAFER, à ce qu'on puisse aller leur expliquer. J'invite aussi tous les propriétaires qui possèdent des terrains en friche à se rapprocher de la SAFER, tout au moins pour se renseigner, et ils verront que c'est une des meilleures solutions pour combattre d'abord les friches et puis combattre aussi le développement des incendies l'été en périphérie de villages. Voilà, ça c'est relativement important. Dans la vallée de l'Hérault aussi, proche autour de Pézenas, je sais que sur les communes de Nizas par exemple, de Castelnau-de-Gers et Florensac, il y a eu aussi des initiatives qui ont été menées pour que des propriétaires qui avaient des terres dans les garrigues, qui étaient inutilisées depuis très longtemps, les mettre à disposition à des éleveurs au vin. Et ça a fonctionné. Et là, je crois que c'est plusieurs centaines d'hectares. Dans ma tête, c'est de l'ordre de 200 hectares sur Nizas et plus de 300 sur Castelnau-de-Gers et Florensac qui ont pu être libérés, aidant à chaque fois l'installation ou la confortation d'éleveurs au vin. Ouais, donc, vous savez que là, ça a été fait vraiment à l'initiative à chaque fois des communes. Et dans un des deux cas, c'est tout simplement un adjoint au maire qui a pris son téléphone pour appeler les propriétaires. Vous savez que dans la SAFER Occitanie, gère plusieurs milliers d'hectares de contrats de mise à disposition, et la SAFER du Gard gère plus de 1000 hectares de contrats de mise à disposition. Donc souvent, c'était des friches qu'on a pu récupérer, ou c'était des propriétés de gens d'anciens agriculteurs qui voulaient en garder la propriété, mais qui voulaient continuer à ce que ces terres-là soient exploitées et qui ne deviennent pas des friches. Donc, on a un rôle très important, et tous les jours,
on prouve qu'on a une efficacité sur le territoire. Alors, bon, on ne pourra pas changer toutes les mentalités du jour au lendemain, mais petit à petit, on y travaille et petit à petit, les choses évoluent. Après, c'est vrai que c'est plus facile dans les garrigues que vraiment en périurbain, sur des espaces où il y a une forte pression urbaine, de remobiliser les friches. Non, c'est pareil. Pour nous, il n'y a pas d'effet garrigue ou d'effet plaine. Il y a une friche, qu'elle soit en garrigue ou en plaine. Nous, la problématique, ce sont les cultures pérennes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a récupéré ces friches, soit par CMD ou autre, qu'est-ce qu'on y fait dessus? Voilà. Alors, quand elles sont dans des bons terrains, on peut y faire du maraîchage. Quand elles sont dans des terrains qu'il n'y a pas d'irrigation, bon, il faut y faire une culture pérenne dessus. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que ça engage une procédure qui est quand même beaucoup plus longue. On ne peut pas planter une vigne pour quelques années. Il faut la planter à minima pour 25 ans. Un arbre fruitier, c'est entre 10 et 15 ans. Donc voilà, la problématique, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Alors, merci à tous les deux pour cet échange. Colline Perrin, je rappelle que vous êtes chercheuse en géographie et urbanisme à l'INRAE, et Michel Allemand, vous êtes président du comité technique du Gard. Alors, on arrive dans le dernier quart d'heure de notre webinaire. Un dernier volet que je souhaitais aborder avec vous. On parle aujourd'hui beaucoup d'alimentation, on parle aussi d'améliorer notre souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça peut changer en termes de gestion du foncier périurbain, Colline Perrin? On a commencé à en parler un petit peu déjà. Ce que je constate, c'est le foisonnement d'initiatives locales autour du foncier agricole périurbain. Il y a des attentes citoyennes qui sont fortes en termes d'alimentation locale, de relocalisation de notre alimentation, en termes d'environnement aussi, préserver la ressource en eau, préserver la biodiversité. Et on a des nouveaux acteurs, du coup, qui s'intéressent à la gestion du foncier agricole. Alors que longtemps, le foncier agricole, ça a été l'affaire de la SAFER, des syndicats, de la profession agricole en lien avec les services de l'État. Aujourd'hui, les collectivités locales, les élus locaux, les maires, les responsables d'intercommunalité montent des projets sur le foncier agricole. Et des acteurs de l'environnement, je pense par exemple au Conservatoire des espaces naturels, gèrent aussi beaucoup de foncier et avec parfois une utilisation agricole de ce foncier. Et donc, on a des nouveaux acteurs dans cette gestion du foncier agricole qui émergent. Et le volontarisme des élus dont on a parlé, il a aussi été renforcé par le Covid, je pense, par la crise sanitaire qui fait qu'il y a eu une attention encore plus forte sur cette question de la relocalisation de notre alimentation. Et du coup, les nouvelles équipes qui ont été élues en 2020, ce qu'on constate, c'est qu'elles portent pour beaucoup des projets en lien avec l'alimentation. Il y en a une qui va vouloir créer des jardins familiaux, il y en a beaucoup qui vont vouloir créer une boutique de producteurs, certains vont contacter l'INRAE ou la SAFER ou Terre de Liens parce qu'elles ont du foncier public et qu'elles sont prêtes à louer ce foncier public à des agriculteurs et qu'elles voudraient qu'on les aide à faire ça, ou qu'on les aide à repérer justement les terres qui sont en friche pour faire un diagnostic agricole dessus, pour voir celles qu'il serait intéressant de remobiliser pour installer un maraîcher en lien avec la cantine, par exemple. Donc, on a vraiment un foisonnement d'initiatives locales, et pas seulement en Occitanie, partout en France. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu d'identification, d'évaluation de ces initiatives et de partage d'expériences. C'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu dans le livre que vous avez mentionné. Et puis, c'est ce que j'essaye de faire avec Terre de Liens dans le cadre du projet Récolte, où on a construit une plateforme web collaborative que je vous invite à consulter sur le centre de ressources de Terre de Liens, qui s'appelle Récolte. Et on organise des webinaires une fois par an. Le prochain, c'est le 27 janvier, autour de cette question-là, des initiatives foncières locales des collectivités. Le prochain, il est sur la question de la transversalité, de la multifonctionnalité du foncier. Parce qu'en fait, ce qu'on pense, c'est que à force de dire que le foncier, c'est compliqué, que c'est un bien privé, avec des conflits d'intérêts d'usage, on en a parlé, que c'est un réservoir potentiel pour l'urbanisation, qu'il y a des conflits, des friches, et bien en fait, ça met l'accent sur des problèmes. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est aussi échanger les bonnes idées, échanger les solutions
pour que le foncier agricole, les projets autour du foncier agricole, ça devienne une ressource pour l'alimentation, pour la relocalisation de l'alimentation, pour la lutte contre le changement climatique. Et comment on fait pour mobiliser ces différentes fonctions du foncier sans que les acteurs agricoles qui cultivent ce foncier, ça soit eux qui soient responsables de tout, parce que ça peut être lourd pour un agriculteur qui est en périurbain, qu'on vient de lui dire ah bah attention au paysage, et puis il faut accepter qu'il y ait des citadins qui viennent se balader chez vous, et puis etc. Donc comment on gère ce foncier agricole comme un bien commun, comme un levier d'action un peu transversal? Et ça pose aussi des questions pour les collectivités locales parce qu'elles ont l'habitude de travailler un peu de manière sectorielle. D'un côté, il y a le service de l'urbanisme, de l'autre côté, il y a le service de développement économique, et puis il y a le service GEMAPI sur la gestion de l'eau, le service environnement. Et là, ce qu'on dit, c'est si vous avez du foncier public et que vous voulez faire un projet agricole dessus, en fait, ça vaut le coup de réfléchir en transversal pour voir ce que ce projet sur du foncier, il est certes agricole, mais il peut aussi s'inscrire dans la politique pour l'eau, dans la politique d'urbanisme, etc. Et pour ça, je crois qu'il y a vraiment une nouvelle ingénierie territoriale à inventer, parce que derrière, il va falloir combiner différentes sources de financement. Il va falloir mobiliser plusieurs guichets. Et ça, c'est plus compliqué. Et il y a une nécessité aussi d'animation territoriale, d'accompagnement du projet. Donc, je pense qu'il y a des métiers à inventer pour accompagner ces actions foncières, agricoles, multifonctionnelles, je dirais, sur le territoire. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, parce que les outils, ils existent. Les outils, ils existent. Il y a les chambres d'agriculture, il y a la SAFER. Je vais vous citer qu'un exemple. C'est toutes les propriétés que possède Ovia dans le cadre des compensations environnementales lors de la création de la ligne LGV. Ça représente quand même 500 hectares. Une commission a été créée à la Chambre d'agriculture pour faire des propositions au comité technique qui, lui, attribue les parcelles en location à des agriculteurs, et tout le monde s'y est retrouvé. Ogvia, Le Seine ont eu des agriculteurs qui ont exploité ces parcelles-là, et l'agriculture a rempli sa mission. La Chambre d'agriculture, la SAFER, on a rempli notre mission. Et moi, j'invite toutes les collectivités qui possèdent du foncier, que ce soit les conseils départementaux, que ce soit les communes relativement importantes, que ce soit les conservatoires d'espaces naturels. Ils ont beaucoup de propriétés. Bien souvent, elles sont sous-exploitées, bien souvent, elles sont sous-entretenues, et que ce soit la SAFER ou que ce soit les chambres d'agriculture en relation étroite avec ces propriétaires-là, on peut mettre des actions et surtout des exploitations valables. Voilà. On l'a prouvé, on peut encore le prouver demain, et le département du Gard a créé justement une foncière agricole où les trois adhérents, les trois membres fondateurs sont le conseil départemental, la chambre d'agriculture et la SAFER, justement pour créer sur le long terme ces propriétés qui appartiendront soit aux collectivités locales, soit à des organisations autres. Donc, on a des moyens d'action. Les outils, ils existent. Il faut que les politiques et les administrations veuillent les faire fonctionner. Voilà. En ce qui concerne le reste, le développement de l'agriculture, heureusement que la collectivité a compris les engagements des agriculteurs et surtout ce que demandait la population, la création des PAT. C'est une réalité. Nous, au niveau de la chambre de la SAFER du Gard, en collaboration avec la Comcom du Zest, on leur a attribué une petite propriété de 3 hectares pour qu'ils puissent installer un maraîcher qui fournira la légumerie de la commune pour fournir des légumes aux écoles. Donc, voilà des réalités. Les réalités aussi, c'est qu'on a aidé un agriculteur qui avait été plus ou moins exproprié dans le cadre du développement de la gare de Manduel. On l'a aidé à se réinstaller, toujours pareil, en périphérie de Nîmes, pour faire de la vente-cueillette sur son exploitation. Voilà, ça c'est un travail permanent que fait la SAFER.
pour aider des agriculteurs, mais aussi pour aider le mieux manger des citadins. Mais je crois qu'en fait, on est d'accord mais simplement ce que montrent vos exemples, ils sont tout à fait intéressants et ils vont complètement dans le sens que j'évoquais de ces initiatives en fait qui permettent de croiser les enjeux et d'être gagnant-gagnant quelque part entre agriculture, environnement, alimentation sur les territoires. Et je trouve que, en fait, moi, ce que je disais, c'est juste que les collectivités locales, avant, elles s'intéressaient pas au foncier comme ça. Et aujourd'hui, vraiment, ce foncier agricole, ça devient un volet des pattes des projets alimentaires territoriaux, comme vous le disiez. Et ça veut dire aussi que elles apprennent à travailler là-dessus, les collectivités, et qu'elles font souvent elles assemblent différents acteurs. Il y a bien sûr la SAFER, il y a les chambres, mais il y a aussi d'autres acteurs, il y a aussi des associations. Je citais Terre de Liens, j'ai cité le SEN. Et les exemples que vous avez cités, ce qui était intéressant, c'est que vous avez bien dit que vous travaillez avec ces acteurs-là aussi. Parfois, vous attribuez aussi des terres à Terre de Liens. Je veux dire, il ne faut pas opposer les acteurs. Et j'étais encore vendredi dernier à une réunion, un atelier foncier à la métropole de Montpellier, où il y avait tous les acteurs rassemblés et à la tribune pour échanger, pour voir ensemble comment construire une gouvernance du foncier sur la métropole de Montpellier. Donc, je pense vraiment qu'il y a du travail en commun qui peuvent être faits et que, en fait, le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire sur des projets concrets, en fait, sur des initiatives. Que dès qu'on parle d'un projet en particulier, vous parliez d'Ogvia et des compensations, ou, je sais pas, on peut citer le projet Mirabeau dans la plaine de Fabrègues à Montpellier ou d'autres projets. Ce qu'on constate, en fait, c'est que les acteurs sur des problématiques précises, concrètes de terrain, ils parviennent très bien à travailler ensemble. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les collectivités en ont pris conscience. Et nous, on ne passe pas une semaine à la SAFER sans qu'on ait un contact avec une municipalité ou une Comcom sur un projet bien précis. Alors, ça part de la protection des captages, mais ça va aussi à l'installation. Et un dernier exemple que je peux vous citer, c'est une Comcom des Cévennes qui a mis la main à la poche et qui a organisé le portage d'une propriété pour un éleveur caprin. Voilà. Et sans cette communauté de communes, on n'aurait pas pu installer cet éleveur dans ce petit coin des Cévennes. Donc, sur tout le territoire, les élus prennent conscience qu'il faut défendre l'agriculture, qu'il faut défendre l'agriculture de proximité, parce que c'est l'avenir. Voilà. C'est l'avenir du bien-être local. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Alors, pour respecter le timing, on va juste prendre juste quelques questions. J'essaie de rassembler un petit peu. Il y a beaucoup d'interventions sur le chat au niveau des PAEN. Est-ce que du coup, vous pourriez en dire un mot pour essayer de rassembler un peu là toutes les questions là-dessus? Alors, moi, j'ai pas accès aux questions, je les vois pas. Mais par contre, ce que je peux dire sur le PAEN, c'est que c'est un bon outil pour sanctuariser les terres agricoles sur du très long terme. En matière d'urbanisme, c'est le meilleur outil aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on ne peut plus déclasser les terres qui sont dans un PAEN, à moins qu'il y ait un décret interministériel. Donc, la protection est très forte. Et en plus, derrière, il faut établir un programme d'action pour développer l'agriculture et l'environnement. Donc ça permet de transformer ce périmètre de protection en un projet de territoire avec une composante agricole et naturelle. Après, on sait que c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Il y a eu des expériences dans la région, des premières expériences, et derrière, il faut de l'animation. Il faut aussi des sous pour faire fonctionner ce programme d'action, et c'est du long terme. Mais on commence à avoir une forme de recul, et par exemple, autour de Lyon, il y a des PENAP. Il y a près de 10 000 hectares qui sont classés en PAEN, et le Grand Lyon lance un appel à projet chaque année pour financer des projets portés par les acteurs locaux, les agriculteurs ou des collectifs au sein de ces périmètres. Donc ça devient même un outil pour flécher les financements et encourager les projets agricoles locaux. Donc pour moi, c'est tout à fait intéressant et à poursuivre. Moi, je suis d'accord qu'il faut sanctuariser la terre agricole, mais il faut faire attention. Il faut sanctuariser la terre, mais il ne faut pas empêcher, par certains règlements, les agriculteurs d'exploiter convenablement.
Voilà. Donc, oui, Mais le PAN, il n'empêche pas de construire pour les besoins des exploitations agricoles, hein. Au sein du PAN, on peut faire un bâtiment technique, on peut même faire un logement si c'est indispensable, par exemple, pour une activité d'élevage. Ça n'empêche pas la construction agricole, le PAN. Ça empêche juste de déclasser la zone agricole et de la passer en zone constructible. Voilà. Mais le tout, c'est que les agriculteurs, quels qu'ils soient et quel que soit leur mode de production, puissent se construire à partir du moment où ce sont des agriculteurs reconnus agriculteurs. Voilà. Que ce ne soit pas des agriculteurs de complaisance. Moi, je suis pour combattre l'agriculture de complaisance. Un agriculteur qui a marqué son territoire et qui a marqué sa capacité à produire, il faut qu'il puisse se développer et surtout s'installer convenablement sur son siège d'exploitation. Je crois que c'est la première nécessité au niveau agricole. Il faut impérativement que l'agriculture soit installée dans de très bonnes conditions. Voilà. Il y a quand même un enjeu sur la transmission des sièges d'exploitation, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on accorde le logement, après, à la vente, l'exploitation va être très très chère, parce qu'il y a non seulement les terres et les bâtiments agricoles, mais aussi le logement. Et du coup, ça peut être beaucoup trop cher pour quelqu'un qui voudrait s'installer. Et du coup, moi, je suis très mitigée sur la question du logement, et je trouve qu'il ne faut pas accorder le logement de manière systématique aux agriculteurs sur leurs terres, qu'il faut vraiment réfléchir pour savoir si la présence du logement sur la parcelle agricole est absolument indispensable à la conduite de cette exploitation-là, qu'il faut regarder chaque dossier avec précision. Je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même une réglementation. On peut préempter sur des bâtiments agricoles dans la mesure où ils sont agricoles, où ils ont une vocation agricole. Alors, là aussi, il faut peut-être se servir de la réglementation existante, peut-être trouver une meilleure réglementation, peut-être lier les bâtiments d'exploitation au foncier, à l'ensemble de l'exploitation, pourquoi pas, et après, trouver après des solutions pour porter ces propriétés qui se seront devenues un peu plus importantes financièrement. Donc, il faut trouver des solutions. Voilà. Il faudra trouver des solutions, mais ne condamnons pas les jeunes qui veulent s'installer demain. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. On a un tout petit peu dépassé. Je vais juste demander à nos intervenants en une phrase, du coup, de conclure là-dessus. Michel, si vous aviez le mot de la fin. Écoutez, depuis quelques années, on est en train d'organiser l'agriculture de demain. Je crois qu'elle s'organise bien. La Chambre d'agriculture du Gard l'a prouvé en créant ce magasin des producteurs, 3000 agriculteurs qui se sont regroupés pour vendre leurs produits. Je crois que c'est ça, l'agriculture de demain, elle est là. Il faut aussi maintenir les exploitations beaucoup plus importantes qui ont un marché à l'exportation ou des contrats avec la grande distribution. Je crois qu'on est en train de réinventer l'agriculture de demain et on est en train d'y réussir. Merci Michel. Colline, le mot de la fin ? Moi, je dirais que pour faciliter l'arrivée de l'agriculture de demain, il faut faire de la place aux jeunes et il faut aider leur entrée sur le marché foncier agricole. Et que du coup, là, vraiment, dans les comités techniques départementaux, il faut vraiment accorder la priorité à l'installation, accepter aussi peut-être des modèles d'installation progressifs, peut-être des dossiers atypiques, dans la mesure où les personnes sont accompagnées par des professionnels derrière, leur laisser leur chance. Grâce aux espaces tests, etc. Parce que face à la chute du nombre d'exploitants agricoles, il y a vraiment un enjeu sur le renouvellement des générations et que là, vraiment, il faut ouvrir la porte. Eh bien, écoutez, je prends la balle au bon et je vous invite à un prochain comité technique du département. Très volontiers. Mais je vous remercie, Colline Perrin et Michel Allemand. Je vous remercie vraiment de votre participation et de vos échanges aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez le replay de ce webinaire dès demain sur notre chaîne YouTube. Restez en ligne. Une enquête du coup de satisfaction va apparaître. Ça va nous aider à améliorer nos prochains webinaires et notamment les webinaires à venir sur l'année 2022. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez voir certains thèmes abordés, à nous les mentionner.
Et j'en profite donc pour vous donner rendez-vous donc l'année prochaine, en 2022, sur un premier webinaire donc qui aura lieu le 27 janvier avec Sophie Lafenêtre, qui est directrice de l'EPF Occitanie, et Frédéric André, directeur général de la SAFER Occitanie. Voilà, pour continuer, je pense également sur cette thématique qui a aussi aujourd'hui vu qu'il y avait un fort engouement. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.